Messieurs, mesdames, on va accueillir notre cher invité, notre cher ami, Alexis. Bienvenue à toi. Salut, Comment vas-tu? hello. Attends, je vais juste m'assurer que ça Yes, va on te voit un peu très plus très bien. carré. Voilà. Ça y est, tu me vois bien? Est-ce que tu m'entends bien aussi? On t'entend bien, on te voit bien, nickel. Ouais. Bon, bah, voilà. T'as l'air bien posé là-bas, c'est cool. Je suis posé, exactement. Je suis Ouais. dans mon petit bureau et je suis bien posé et je suis tranquille et je suis prêt pour 1 heure avec tout le monde qui va être très sympa, je pense. T'en Yes, penses plus? exact. Ouais. On Et va je me faire en réjouis sorte. en tout cas, je me réjouis. Yes, moi aussi, c'est cool. La dernière fois qu'on a fait une interview, c'était il y a longtemps, c'est il y a à peu près 4 ans en arrière, c'était en Ah ouais, 2018. waouh. C'était sur BT encore à l'époque. Et puis Mhm. depuis, bah, toi, tu as eu plein de parcours quand même. Ça fait maintenant un bon bout de temps quand même que tu es déjà dans le milieu de la crypto-monnaie. Peut-être avant qu'on parte sur donc Nintex, ce sera quand même donc le sujet d'aujourd'hui. Avant qu'on parte là-dessus, est-ce que tu peux peut-être juste te présenter qui est Alexis et peut-être ton parcours dans le milieu de la crypto-monnaie? Ouais, alors Alexis Roussel, donc moi j'ai commencé, j'avais une autre carrière avant qui était aux Nations Unies. Et puis, mais j'étais déjà dans le domaine de tout ce qui était la société numérique. Et puis, quand le Bitcoin est arrivé, je me suis intéressé au Bitcoin, je me suis intéressé politiquement au Bitcoin et ce que ça voulait dire. Et puis, à un moment donné, après quelques années, j'ai eu la chance de rencontrer des gens et de se lancer. On s'est posé la question, en fait, à ce moment-là, en 2013, on se posait la question, mais qu'est-ce qu'on doit faire en Suisse pour, euh, pour lancer cela? Et on savait que ça allait être l'infrastructure financière de demain et que les entreprises, les personnes qui allaient construire des nouveaux projets allaient le construire sur Bitcoin ou sur d'autres choses. Et donc, bah, on s'est dit, bon, on va faire un broker. C'est la première chose, c'est d'amener en fait les bitcoins aux gens pour qu'ensuite ils peuvent les utiliser. Donc, on a créé BT en fin 2013. On a eu la première licence en Suisse en 2014. Et puis, on a aujourd'hui, bah, c'est un réseau de distributeurs. Donc, peut-être que les gens utilisent les distributeurs Bitcoin de BT. Et puis, c'est aussi une plateforme en ligne où tu peux faire du cash in, cash out. C'est tout off-chain. C'est-à-dire, on a respecté l'esprit de Bitcoin qui est de dire, pardon, c'est pas off-chain, c'est sans custody. On a respecté l'esprit de Bitcoin en disant que justement, lorsqu'on faisait un change, bah, on nous envoie vraiment des Bitcoins, on envoie vraiment de l'argent ou vice-versa. Il n'y a jamais de moment où l'argent est stocké comme sur une Le- bourse en fait. Tu vois, il n'y a pas de Et compte surtout, où tu déposes de l'argent. Et comme on a puis pu voir après, avec FTX, c'est comme ça. voilà, exactement, parce qu'après la tentation est très grande d'utiliser l'argent de ses clients. En Suisse, tu peux pas le faire parce qu'il faudrait une licence bancaire en fait. Dès le début, Mm. c'était clair qu'il fallait une licence bancaire. Voilà, donc j'ai fait ça pendant 6 ans, j'ai été le directeur, et puis après, il y avait quand même eu deux bull run, deux bear market dedans. C'était beaucoup. Et puis donc, j'ai décidé d'arrêter, de rejoindre Nîmes. Donc, je suis toujours le président du conseil d'administration de BT, et puis le directeur, maintenant, ben, voilà, je l'aide. Puis là, maintenant, je suis le COO de Nîmes, donc j'ai rejoint Nîmes, qui, en fait, pourquoi j'ai connu Nîmes? J'ai connu Nîmes à travers bah, Harry, que je connaissais déjà un petit peu avant, et puis à travers BT, parce qu'on a aidé la levée de fonds pour Nîmes, à travers BT. Et puis après, bah, j'ai proposé, j'ai rejoint l'équipe en disant, bon, je viens vous aider à organiser l'entreprise et le reste des levées de fonds et la partie juridique. Et puis ça revenait à mes sources, c'est-à-dire mes sources, c'était, je suis venu dans Bitcoin avec la vie privée et avec l'émancipation, avec la thématique de l'autonomie. Et en fait, Nîmes, ça répond à une question qui n'était pas encore répondue jusqu'à présent, qui était justement de cacher les communications entre les gens. Voilà. Et donc ça m'a tout de suite en fait finalement attiré. Donc j'y Mm. suis depuis maintenant près à 3 ans. Ouais. C'est fou, ouais, le temps passe vite déjà. Ok, incroyable. Et puis, ton, le fait finalement donc, d'avoir rejoint maintenant Nîmes, maintenant tu es déjà là depuis maintenant 3 ans, la chose la plus importante en dehors de la vie privée pour toi, parce que tu parlais aussi avant de politique en rapport avec Bitcoin, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui font le lien entre la politique et puis le Bitcoin directement. Qu'est-ce que tu entendais exactement par là? Bah, en fait, Bitcoin est politique, hein, dans le sens où c'est un objet qu'on va utiliser pour communiquer de manière financière entre nous. Et donc,
et c'est un objet qui n'est pas disponible que la société n'avait pas avant, et c'était organisé autour des anciens outils. Et là, on a un nouvel outil, et ça nous oblige à nous réorganiser, ça nous oblige à penser à quoi va ressembler une société dans laquelle Bitcoin est la norme, en fait. Et on voit qu'il y a des changements, parce qu'on arrive à... Enfin, à la fois, il y a des changements, et à la fois, il y a des retours en arrière, entre guillemets, qui sont intéressants. C'est que, par exemple, un retour en arrière qui, je pense, est positif, c'est que on a toute l'histoire de l'humanité, c'était une histoire de l'humanité où les gens étaient maîtrisaient leur argent. Alors, c'était pas évident, hein, il fallait avoir de l'or sous son matelas ou des billets de banque sous son matelas. Et il y a une petite partie de l'histoire, mais vraiment petite, qui est environ une cinquantaine d'années, quarantaine d'années, où on a dit aux gens, non mais en fait, vous occupez plus de votre argent, on le met dans des banques, et en fait, vous n'avez plus besoin d'avoir rien chez vous. Et ça a déresponsabilisé entièrement les gens, et Bitcoin revient avec cette clé, la cryptographie, et le fait que tu détiennes tes clés, tu retrouves cette responsabilité de gérer ton argent. Et ça, c'est assez fondamental, et c'est politique, parce que beaucoup de choses ont été construites dans la société aujourd'hui, de règles, ont été construites sur le fait que les gens n'avaient plus aucune valeur en contrôle, et maintenant on peut retrouver le contrôle, et ça fait peur à beaucoup de gens, à beaucoup de politiques établis. Exact. Et puis, je pense qu'aussi aujourd'hui dans la politique, il n'y a pas encore tout le monde qui comprend exactement ce que c'est encore le Bitcoin. Donc automatiquement, ça crée beaucoup de débats, ça demande beaucoup de temps. Et c'est pour ça qu'il voilà, il faut en tout cas avoir beaucoup de patience, je pense, avant qu'il y ait vraiment des mouvements qui se font de ce côté-là, je pense, sur le plus long terme. Ouais. Alors, et justement, mon choix en 2013, il a été conscient aussi de me lancer dans l'entrepreneuriat. Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat parce que je savais que, surtout en Suisse, et puis les auditeurs qui sont en Suisse comprendront, ceux qui seront en France peut-être voient ça un peu différemment, mais l'économie a une très forte influence dans la politique, mais positive dans le sens où tu peux faire passer des changements sociaux à travers le business. Mais de façon positive, c'est-à-dire que quand il y a une adoption de quelque chose, bah, finalement les gens vont trouver ça normal, et puis ça va s'adopter. Et donc, comme il y a une éducation en Suisse économique qui est très forte, pour passer le message de Bitcoin et de ce que ça représente, moi j'ai fait le choix conscient de pousser d'un point de vue économique, de business, parce qu'après, une fois que ça c'est en place, ça force les gens à penser à ce que c'est un réseau peer-to-peer, ce que c'est la cryptographie asymétrique, ce que c'est un protocole, ce que c'est un objet qui n'est pas censurable. Voilà, toutes ces questions-là, qui sont éminemment politiques, elles sous-tendent Bitcoin. Et ça, c'est intéressant. Ok, super. Donc je pense qu'il y a pas mal de personnes aussi qui seront ravis de pouvoir apprendre un petit peu plus sur NIM. Moi, j'ai pas mal de petites questions aussi. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux, en quelques minutes, nous expliquer qu'est-ce que c'est NIMTech, si tu arrives à le vulgariser ou plus simplement pour les gens? Alors, c'est un réseau de communication. Donc, en fait, on va utiliser NIM pour envoyer un message à travers le réseau à quelqu'un d'autre qui est connecté sur le réseau aussi. Donc, aujourd'hui, la chose la plus proche qu'on peut avoir, c'est le réseau Tor. Donc, c'est un réseau d'ordinateurs, on se connecte dessus, quelqu'un d'autre est connecté dessus de l'autre côté, et on s'envoie un message. Maintenant, la particularité du réseau NIM, contrairement au réseau Tor, le but, c'est que si tu utilises ce réseau-là, ta communication Internet devient invisible aux gens qui observent le réseau. Donc, si par exemple, ton opérateur téléphonique ou une agence de renseignement américaine ou une grosse boîte qui a les moyens d'observer le réseau veut savoir avec qui tu parles, en fait, dans le réseau NIM, on crée tellement de bruit, on mélange tellement le trafic de façon à la fois scientifique, mais de l'extérieur, ça fait du gros bruit, en fait, qu'en fait, on ne peut plus savoir qui parle avec qui. Et ça répond à une question qui manquait sur Internet, c'est que depuis une vingtaine, trentaine d'années, on a beaucoup travaillé sur la cryptographie, ce qu'on appelle la cryptographie point à point. Donc, en fait, tu vas chiffrer ta communication entre toi et un site Internet ou sur ta messagerie. Donc, on l'utilise tous les jours, hein, le HTTPS, ou alors quand tu utilises WhatsApp, quand tu utilises Signal, tu vas chiffrer ta communication de point à point. Mais en fait, la communication reste visible. Ça veut dire qu'on sait à qui tu parles. Et dans le profilage, quand tu regardes comment les grosses boîtes et les agences de sécurité, en fait, observent le réseau, ils n'ont pas vraiment besoin de savoir le contenu.
eux, ce qui les intéresse, c'est de savoir qui parle avec qui. Et il y a à peu près 80% de l'information à l'intérieur du message peut être déduite en observant le message. Mm. Donc, si par exemple, le soir, tu rentres à la maison et tu parles avec ta femme sur... je vais faire un truc très machiste, hein, tu parles avec ta femme au téléphone, on peut se douter que c'est quelque chose par rapport, je rentre à manger ce soir et qu'est-ce qu'on mange et un truc dans le genre, sans savoir ce qu'il y a dans le message. Pourquoi? Parce que le profil est adapté. Donc, on se protège de ça. En fait, on va permettre aux gens de s'échanger des communications, quelles qu'elles soient, sans qu'elles soient visibles sur Internet. Ok, superbe. Alors, je pense qu'il y a en effet beaucoup d'utilité à ça, que ce soit pour des personnes individuellement, mais aussi pour des entreprises et peut-être également même pour les États, hein, ou même plus loin. Est-ce qu'il y a des points négatifs à ça aujourd'hui? Est-ce que, de votre point de vue aujourd'hui chez Nîmes, est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui qui peuvent être dangereuses pour des utilisateurs? Est-ce que ça peut être dangereux, par exemple, pour certaines personnes qui veulent l'utiliser pour du mal ou pas spécialement? Alors, ça, c'est toujours la grande question. C'est, ah oui, mais et si les terroristes, pédophiles, nazis, Oui. slash, ce que tu veux, d'autres, trafiquants de drogue, j'ai oublié, utilisent tel outil. Ça, c'est une question récurrente, en fait. C'est vrai, c'est une vraie question que les gens se posent. Ils se la posent parce qu'on leur fait croire, depuis un certain temps, que un outil technologique va résoudre tous les crimes. Et il y a comme ça, il y a une narration constante. Hein, ah, mais on va installer des caméras de surveillance, vous verrez après, il y aura plus de crime. Ah, on va surveiller Internet, on va surveiller vos messages, comme ça, il n'y aura plus de crime. On va surveiller vos communications téléphoniques, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et en fait, on augmente, et en fait, on se rend compte chaque fois qu'il y a toujours du crime, et que chaque fois, on va rajouter. Donc, il y a en fait un message ambiant de solutionnisme technologique dans le domaine de la sécurité, qui fait que les gens se posent cette question-là, en réalité, pas parce qu'ils se la posent eux-mêmes, parce qu'en fait, c'est le message qui est autour, qu'ils entendent constamment. On utilise ces outils-là pour attraper les criminels. Mais en réalité, moi, je pense que c'est plus important de donner des outils pour que les gens se protègent, d'abord. Et une fois que les gens peuvent se protéger, on va essayer de corriger aussi les problèmes avec certaines formes de criminalité. Mais aujourd'hui, surtout dans la criminalité informatique, beaucoup de gens sont victimes de criminalité informatique parce que justement, ils ont des systèmes qui ne sont pas sécurisés. Et un des responsables de ça, c'est les États qui, parce qu'ils veulent conserver cette possibilité de surveiller Internet, n'incitent pas les gens à utiliser des outils sécurisés. Et il y a plein d'exemples comme ça. C'est l'exemple des services de santé anglais, la NHS, qui a été piraté par un ransomware. Et en fait, le ransomware provenait d'un outil de la CIA qui avait été volé par des hackers. Et ils l'ont volé, et ils ont attaqué le service de santé anglais avec ça. Le problème, c'est que les services de secret anglais, ils étaient bien au courant de cette faille-là. Donc, en fait, ils auraient pu aller quelques années avant, voir les services de santé en disant « Écoutez, vous devez corriger vos systèmes parce que vous avez une faille. » Et en fait, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils voulaient garder cette faille pour eux au cas où ils l'utilisaient. En fait, c'est des criminels qui l'ont utilisé. Donc, il y a beaucoup de responsabilités des États, d'abord, à sécuriser. Et vu que les États, aujourd'hui, ne le font pas, mais on a cette obligation, nous, de fournir ces outils de sécurité. Et je vais donner un exemple très simple dans le temps. Aujourd'hui, on utilise tous des sites web en HTTPS, avec un S à la fin. Et il y a eu le même débat. Ah oui, mais on va sécuriser les communications entre sites web, donc les pédophiles, terroristes, trafiquants de drogue, nazis vont faire des choses qui ne sont pas bien. Et en fait, c'est grâce à ça que le e-commerce a pu se développer, parce qu'on a pu commencer à avoir des communications plus sécurisées, et le boom du e-commerce est directement lié par l'utilisation par l'industrie du HTTPS au lieu du HTTP. Ah, c'est fou. Ouais, c'est assez étonnant quand même. Et puis, alors c'est sûr, finalement, c'est comme le Bitcoin. Je pense qu'aujourd'hui, on utilise aussi souvent ces choses-là, comme on a utilisé le Bitcoin pour la drogue, on utilise ça pour le marché noir, etc. On l'utilise encore aujourd'hui. Beaucoup de personnes le disent encore pour l'utiliser pour des débats et des choses comme ça. Mais finalement, c'est juste
C'est un tout petit quelque chose on regarde en fait pas ce que ça peut vraiment apporter et je pense que de toute façon, dans tout ce qu'on va pouvoir apporter dans le web 3, il y aura automatiquement des choses qu'on va pouvoir revenir puis trouver des choses, négatives. Ça, c'est obvious, mais par contre, le big picture, c'est quoi? Quelle sera la solution et qu'est-ce que ça peut apporter en plus, du coup, pour nous tous? Le côté positif, du coup, à Nîmes, pour un utilisateur, par exemple, demain, quel comment est-ce que ça fonctionne déjà peut-être pour commencer? Est-ce que moi, en tant qu'utilisateur, demain, j'aimerais pouvoir, me sécuriser beaucoup plus, j'aimerais avoir un petit peu plus de vie privée. Est-ce que je peux déjà aujourd'hui utiliser Nîmes ou est-ce que c'est déjà pour l'avenir? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Oui. Alors aujourd'hui, tu peux déjà utiliser Nîmes, ça reste encore expérimental, mais tu peux et puis ça reste, encore, plutôt accessible pour des développeurs. Mais on a une application déjà, toute simple qui s'appelle Nîmes Connect que vous pouvez essayer. Alors ça marche seulement sur les ordinateurs pour l'instant, il y a pas de version, mobile. Et ce logiciel Nîmes Connect, hein, il se lance sur l'ordinateur et il permet d'ouvrir un tunnel vers Telegram, par exemple. On a plusieurs applications Ouais. qui sont prévues, qu'on peut utiliser. Et l'application la plus connue, c'est Telegram. Donc, si vous avez Telegram sur votre ordinateur, en la version desktop, vous pouvez utiliser Telegram à travers Nîmes. Parce que derrière, on a des gens qui font le lien avec Telegram. Ce qui fait que lorsque vous utilisez ça, ben, votre opérateur Internet, même si vous utilisez un VPN, l'opérateur de votre VPN, normalement, eux, ils voient là où vous connectez. Donc, quand vous utilisez Telegram sur l'ordinateur ou sur le téléphone, en fait, Swisscom, si on est chez Swisscom, voit très bien que vous utilisez Telegram. Et on peut cacher ce fait-là en passant par Nîmes. Intéressant. Donc ça, c'est aujourd'hui ce qui est disponible. Alors évidemment, si vous êtes développeur et que vous aimez mettre les mains dans le cambouis, on peut déjà faire des choses très très sympas. Il y a un site internet, et je pense que tu peux donner le lien pour tester Nîmes, qui est vraiment sympa, c'est pacenîmes.ch. Tu as dû le voir déjà dans les channels, et puis je pense que c'est un site qui permet de partager des textes, maintenant aussi des images et des fichiers, à travers Nîmes dans le navigateur. Et donc en fait, c'est le navigateur lui-même, Firefox, Chrome, qui va se connecter, ou même sur le téléphone, qui va se connecter sur le réseau Nîmes et échanger des fichiers à travers ça. Donc idéalement, ce qu'on espère, c'est qu'en fait, comme le HTTPS dans votre navigateur, ben en fait, quand on va utiliser Nîmes finalement sans le savoir. Ça, c'est un peu l'idéal. C'est le but, ouais. Ouais. Ouais, je pense que ça va être important en effet parce qu'aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, c'est compliqué déjà à comprendre. Après, si c'est en plus de ça compliqué à l'utilisation, c'est encore un autre problème parce qu'il y aura l'éducation, de faire déjà comprendre, je pense, demain à un grand nombre de personnes aujourd'hui à quel point c'est important la vie privée aujourd'hui sur Internet. Mais par contre, comment est-ce que ces personnes-là peuvent faire confiance? Et ça aussi un gros problème, je pense, pour beaucoup de personnes, c'est do your own research. Mais bon, on n'a pas les capacités pour faire notre do your own research. Donc, quel est aujourd'hui chez Nîmes, comment est-ce que vous pouvez garantir et comment est-ce que vous sécurisez du coup les utilisateurs? Bon, c'est toujours le problème avec la sécurité, c'est qu'on ne peut jamais garantir. Ce qu'on va offrir, c'est une plateforme. Cette plateforme, elle a été construite basée sur des années de recherche. Donc, il y a un modèle en fait qui existe depuis les années 80, qui est celui ce qu'on appelle le MixNet. C'est une organisation de réseau par lequel passent les données. On l'appelle MixNet parce que net c'est pour un réseau et mix ça mélange. Alors ça mélange pas les transactions crypto, hein, ça mélange vraiment le trafic de données, c'est-à-dire votre flux vidéo, votre message, votre email ou votre transaction Bitcoin. Mais donc c'est le trafic Internet en fait qui est mélangé. Et en fait, dans notre équipe, on a des chercheurs qui avant étaient dans des universités, ont travaillé sur cette thématique-là et en fait ont une approche très scientifique pour calculer quels sont les paramètres qu'il faut avoir pour conserver un degré d'anonymat qui soit fort. Et en fait, savoir comment est-ce qu'on résiste à une attaque. Donc en fait, on a un modèle qui est évolutif. En fonction de la taille du réseau, de la quantité de trafic qui passe dedans, on va toujours l'adapter pour que, par rapport à ce que l'on a, ce que l'on sait, on va avoir la meilleure défense. Et surtout, là, d'après, ce qu'on va faire, c'est que comme on est très lié avec les réseaux scientifiques de recherche, on va pousser finalement les gens à attaquer le système
constamment. Et c'est ça la force de tout l'univers de la cryptographie. Alors là, on n'est pas vraiment dans la pure cryptographie, mais on utilise les mêmes mécanismes. C'est le même mécanisme qu'il y a dans Bitcoin. C'est plus le réseau il grandit, ou plus il y a de monde, en tout cas chez nous, c'est plus il y a de monde qui l'utilise, plus en fait c'est difficile pour un attaquant d'essayer de corrompre le système. Plus Bitcoin consomme de l'énergie et le hash rate est haut, plus c'est difficile de l'attaquer. Et la cryptographie, il y a un petit peu ce système aussi comme ça, où en fait c'est ce qu'on appelle du forward security, on va toujours aller de l'avant, et plus on fait de la recherche en cryptographie et on fait de la recherche en cryptoanalyse qui va essayer de casser ça, la cryptographie, ben en fait on fait un jeu de tension entre l'attaque et la défense, et il n'y a pas de situation stable en fait. C'est toujours un jeu entre l'attaque et la défense, et donc si on veut faire la meilleure défense, il faut inciter la meilleure attaque et participer à ce que les chercheurs fassent des attaques contre nous, et ainsi de suite. Donc ça, on participe comme ça en fait à cette sécurisation. Okay. Après, il y a un autre élément aussi, c'est un élément un peu business, c'est-à-dire que comme le HTTPS, nous, ce qu'on va espérer et ce qu'on voit, c'est que ce sont des entreprises qui ont envie d'utiliser NIM pour se connecter à leurs clients. Donc, comme ça, vous allez utiliser sans le savoir. Et c'est les gens qui vont le mettre en place, ils ont un intérêt double. Ils s'y connaissent. C'est souvent un ingénieur, par exemple, qui va faire un site internet, qui va faire un service et qui va se dire, lui, qui a la capacité de dire, OK, NIM, c'est suffisamment bon pour moi et pour mes clients. Et deuxièmement aussi, ça va leur apporter quelque chose qui est très important, c'est que ça peut réduire en fait l'empreinte numérique de la communauté. Ça peut réduire leur empreinte numérique dans le sens où ils vont avoir une communication avec les clients, mais en fait, ils n'auront plus aucune donnée à gérer. Et aujourd'hui, il va y avoir un coût très, très important de la gestion des données personnelles qui est en train de monter. Okay. Il faut des règles internes, il faut un data protection officer, il faut comme ça un certain nombre de choses. Il faut faire signer plein de formulaires aux clients. Et en fait, moi, on parie sur le fait aussi qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont dire non, mais en fait, ça, on n'a pas envie de ça. On veut réduire tout ça. Et on va utiliser NIM parce qu'avec NIM, on va pouvoir se focaliser juste sur la communication que l'on veut. Et en fait, toutes les autres informations, on n'en a pas besoin. Et on ne les aura juste pas. En fait, on ne doit pas gérer les adresses IP des gens, on ne doit pas gérer tout un certain nombre de choses. Ok. Et question business du coup liée à ça, pour une entreprise d'utiliser NIM, quel est l'intérêt pour eux? Si on peut le comparer peut-être aussi en rapport avec le token, est-ce qu'ils ont besoin de tokens pour l'utiliser, des choses comme ça? Oui, alors celui qui va établir la communication dans le réseau NIM et qui va vraiment, lui va devoir payer en token. Voilà, parce qu'il payer en token, ouais. Voilà, il va payer en fait du crédit. Il va ouvrir comme un fournisseur d'accès Internet un petit peu. Hein. NIM fonctionne un peu avec ce qu'on appelle des gateways, qui sont les portes d'entrée. Et en fait, quand tu te connectes sur cette porte d'entrée, tu as un compte virtuel alors c'est juste un identifiant hein, qui est généré automatiquement, mais tu as un compte chez eux, tu as un compte sur cette gateway. Et tu mets du crédit, 1 giga, 2 gigas, 3 gigas de données. Et ensuite, tu peux l'utiliser. Mais ce n'est pas forcément l'utilisateur final qui va payer. Ça peut être le fournisseur. De la même manière que le fournisseur, il paye déjà pour son data center, il paye pour son électricité, il paye plein de services. Il peut très bien aussi rajouter un petit peu pour payer pour NIM. Voilà, et donc ça, c'est un des modèles que l'on voit. Tu imagines Telegram, par exemple. Si Telegram, un jour, décide d'intégrer NIM directement dans l'application, ben, en fait, Telegram peut acheter du NIM, le mettre en crédit dans un gateway et permettre aux gens d'utiliser NIM grâce à leur crédit. Ok, ouais, c'est excellent ça. Et donc pour participer, parce que tu as parlé aussi un petit peu de la décentralisation finalement, où plus de personnes ou mieux, c'est pas les utilisateurs qui créent la décentralisation, mais c'est plutôt les personnes qui vont lancer des nœuds ou des mixnodes, ou comment ça se passe pour la vraie décentralisation? Voilà. Donc on est sur de la décentralisation. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas sur un réseau peer-to-peer. On est sur une autre forme de réseau. On est sur un réseau qui est en couche. Il y a trois couches, couche 1, couche 2, couche 3.
et le message passe toujours de la couche 1 à la couche 2 à la couche 3. Mais ça, c'est fait exprès, parce que pour faire ce genre d'activité de mixage, on a besoin d'un système dans cet ordre-là. Par contre, effectivement, ceux qui vont vouloir participer peuvent de façon totalement libre, en fait, mettre à disposition un serveur sur le réseau. Il y a plusieurs types de serveurs. Et en gros, il y en a 3. Il y a le Mixnode qui va vraiment participer au réseau de communication. Il y a les gateways. Et puis, il y a les validateurs qui, eux, vont maintenir la chaîne. Parce qu'en réalité, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a 2 systèmes différents qui fonctionnent entre eux. Il y a le réseau Mixnet qui va être utilisé par les gens pour communiquer. Et à côté de ça, il y a une petite blockchain avec un jeton natif et qui est maintenu par un nombre de validateurs. Et en fait, c'est ces 2 ensemble qui vont fonctionner. Tu vas avoir les acteurs économiques du réseau qui fournissent le service d'anonymisation, qui vont être rémunérés en token et qui doivent donc s'inscrire, et ils communiquent d'un point de vue économique sur la blockchain grâce au jeton. Et il y a ce travail en 2 qui est fait. Et donc, en fait, un Mixnode, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'inscrire sur la blockchain en disant « Hey, je me présente, je suis le Mixnode numéro tant, et si je gagne de l'argent, vous me payez ici. » Voilà, il va se présenter, il va s'inscrire, et puis, s'il a suffisamment de réputation, il va pouvoir participer au réseau. Et la réputation, c'est quoi? C'est ceux qui ont des tokens, et donc ça peut être n'importe qui, il suffit qu'il ait des tokens. À travers le wallet, il peut les déléguer auprès d'un Mixnode qu'il connaît, et en fait, il va lui donner de la réputation. Et ce système de réputation, il est très important, parce que si tu veux attaquer le réseau, et on le voit bien pour les gens qui connaissent Tor, ils entendent des fois qu'il y a des attaques sur le réseau Tor, où en fait, les gens vont lancer, les agences, la CIA, le FBI ou des groupes criminels vont lancer plein de machines sur le réseau Tor, et vont comme ça mettre à disposition plein de machines, et vont capturer en fait tout le trafic, et vont pouvoir déanonymiser le trafic. Et là, en fait, qu'est-ce qu'on crée? On a créé une communauté d'opérateurs de Mixnode qui ont une incentive, qui ont un intérêt économique à garder leur machine en place. D'autres personnes, avec leurs jetons, délèguent pour donner de la valeur à ces machines-là. Et en fait, c'est très difficile pour une nouvelle machine de venir faire la compétition à une machine qui est déjà existante. Donc, tu peux pas, en fait, ça ralentit, ça rend l'effort, lorsque le réseau est à saturation, ça rend l'effort d'amener une nouvelle machine beaucoup plus difficile. C'est à la portée d'un entrepreneur qui s'organise, qui fait un peu de pub, qui met un ingénieur sur le coup, et ainsi de suite. Voilà. Donc, les gens sérieux, ils pourront y arriver, mais une entreprise comme la CIA, par exemple, ou un groupe criminel qui voudrait attaquer le réseau et qui dit juste « je veux appuyer sur un bouton et balancer plein de machines », eux, ils ne pourront pas. Ouais, je vois. Donc, en fait, l'update time, le fait d'être longtemps aussi avec ton nœud constamment actif et comme ça va avoir une grande importance. Et puis, en plus, de toute façon, tout va être tracé. On aura cette visibilité aussi. Et ça, c'est public. Hein, donc, absolument tout le monde peut aussi vérifier tous les mixnodes, tous les nœuds. Donc, ça, c'est aussi très important. C'est un concept qui est très intéressant. Là, tu touches l'anonymat, c'est pour les users, c'est pour les utilisateurs. C'est pas pour le réseau. Ouais. Hein, et en fait, c'est une maxime qui existe déjà en fait dans le monde de la protection de la vie privée ou dans le monde tech, crypto-anarchiste et cypherpunk. On dit toujours l'anonymat pour les petits, la transparence pour les gros. Ou pour ceux qui ont du pouvoir, parce que dès que tu as une fonction de pouvoir, tu dois être transparent par rapport à la société. Et si aujourd'hui on a beaucoup de problèmes dans la société dans cette thématique-là, c'est parce que les gros ont créé un système où ils sont cachés et on impose de la transparence aux petits. Et c'est pas logique. Et beaucoup de frictions dans le monde politique aujourd'hui sont à cause de ça. Et là, en fait, on prend cette maxime à elle a du sens, en fait. Pour garantir l'anonymat des gens, le réseau, l'organisation du réseau est extrêmement transparente. Tous les mixnodes, on sait où ils sont,
On veut savoir précisément même où ils sont, dans quel data center, à quel endroit, quelle est la latence, quel est le ping. Tout ça, c'est des choses qui sont connues. Et même les opérateurs de Mixnode, ils ont intérêt à se révéler d'une certaine manière pour justement maintenir la réputation. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ouais, c'est intéressant ça. C'est vrai que j'avais jamais en fait vu ça de cette manière-là. C'est vrai que le fait de donner beaucoup plus de transparence aux grands, en fait, c'est aussi très important parce que c'est comme ça qu'on peut quand même aussi tous nous-mêmes aussi vérifier puis de savoir si oui ou non c'est correct. Parce qu'à des moments donnés, bah, quand on arrive à on trouve que la balance elle est complètement absurde, bah, peut-être qu'à ce moment-là, il faut peut-être résoudre quelque chose, peut-être qu'il y aura peut-être des votations. Je ne sais pas chez vous s'il y a une idée peut-être d'une DAO ou si vous avez des votations entre nœuds ou des choses comme ça. Ça se passe comment ça? Oui, alors il y aura absolument ça qui va se passer dans le futur. Aujourd'hui, on est encore dans une phase de construction. Il y a encore Bien pas sûr. mal de bouts qu'on est en train de faire. Donc aujourd'hui, l'équipe a vraiment la maîtrise du système. Même si on ne tourne aucun nœud. Donc tous les nœuds sont tournés par la communauté. Tous les validateurs sont tournés aussi par des validateurs de la communauté. Donc, mais à un moment donné, il va y avoir une gouvernance qui va apparaître sur la partie sur la blockchain de Cosmos. On utilise une blockchain de Cosmos pour ceux qui ça intéresse. Il va y avoir une gouvernance qui va apparaître et ils vont voter. Et puis en fait, il y a une gouvernance qui existe déjà. Alors aujourd'hui, elle est évidemment elle est très légère, mais en réalité, le choix du logiciel fait partie de la gouvernance. Donc quand on ne tourne pas, et les gens qui connaissent bien Bitcoin le savent, vu qu'on ne touche pas, que nous-mêmes, l'équipe de Nîmes, on ne fait pas tourner cette infrastructure-là, à chaque fois qu'on fait une mise à jour, en fait, on va convaincre les gens de mettre cette mise à jour-là. On pourrait très bien avoir un moment quelqu'un qui dise « Ah ben non, on ne va pas accepter cette mise à jour-là, on veut une autre mise à jour ou on fait un fork. » Donc, on n'en est pas encore là parce qu'aujourd'hui, on est en phase de construction. Donc, la communauté encore nous fait confiance finalement là-dessus. Mais à un moment donné, on va aller chercher justement à casser cette relation pour autonomiser, pour rendre la communauté un peu plus autonome et justement être critique par rapport aux changements qui seront faits dans le futur. Ouais, c'est intéressant. Le vote se fait à la fois par un vote qui pourrait être conscient sur une petite DAO comme une chaîne Cosmos, et ça peut être fait simplement par le choix du logiciel que tu utilises. En fait, le consensus aujourd'hui est beaucoup basé sur le fait que parce que c'est vrai que si demain vous faites un update qui est très important pour votre infrastructure et pour le réseau, en tout cas que vous pensez qui est très importante, si demain les Mixnode et puis les nœuds décident, ils se disent non, nous on n'est pas d'accord avec ça, on n'est pas rentré chez NIM pour faire ça, eh ben ils font pas l'update, ils peuvent rester comme ça a un impact négatif du coup sur l'infrastructure et ils peuvent décider du coup de faire un fork. Donc c'est que dans votre propre intérêt à ce moment-là d'aller aussi un petit peu dans le sens et d'écouter toutes les personnes qui participent également sur les Mixnode et de faire au mieux possible. Exactement. Ouais, c'est un consensus très. Ouais, c'est à l'écoute, quoi. J'ai pas de nom pour ça, en fait, mais ouais, je vois tout à fait. Ok, nice. Quelles sont un tout petit peu les choses importantes pour 2023? Alors, je sais qu'on est dans un bear market, donc c'est très bien aujourd'hui pour Nîmes, je crois, parce que vous avez quand même fait une très belle levée de fonds. C'était il y a une année en arrière, si je dis pas de bêtises, comme ça par là. Donc, vous avez fait une belle levée de fonds juste avant que le marché finalement commence à s'écrouler, ou bien vous étiez encore vers la fin. Et puis aujourd'hui, on arrive dans un moment tip top en fait pour vous, parce que vous êtes en train de construire du coup tout ça. Il n'y a pas trop de FOMO, il n'y a pas tout le monde qui vient vous embêter avec le prix du token, etc. Donc vous pouvez encore bien travailler. Quelles sont aujourd'hui, si tu peux donner un petit peu de teasing peut-être sur certaines choses ou quoi que ce soit, quelles sont les choses importantes sur lesquelles vous allez travailler pour 2023 pour nous tous, nous les utilisateurs et puis les personnes qui s'y intéressent? Ouais. Non, alors tu as raison, on a eu beaucoup de... Il y a peut-être un élément chance, je ne sais pas s'il y a un élément chance dedans, mais parce que bon, moi je l'ai vu, ça fait vraiment 4 ans que l'équipe construit, travaille. Harry, le CEO, donc, qui est, avec qui je bosse sur ces levées de fonds, il a une énergie fantastique et il a une lecture du marché qui est juste, et une lecture de la situation qui est assez exceptionnelle. Hein. Moi, j'aurais pas pu faire ça moi-même, je l'ai aidé. On a fait ça à plusieurs. Mais vraiment, oui, il y a effectivement eu une conjonction qui fait qu'on a pu lever bien avant que le marché s'écroule.
Donc aujourd'hui, on est dans une phase idéale, tu as raison, parce qu'on a encore un an de bear market, mais un bear market maintenant, bon, peut-être qu'il y a encore quelques grosses catastrophes qui vont arriver, hein, la fin de l'effet domino sur FTX et tout ça, et Celsius, mais je pense que le plus gros est déjà passé. En tout cas, émotionnellement, et les gens maintenant, c'est bon, ils ont compris que c'était fini. C'est exactement ça. On est en plus la nouvelle année, on est au mois de janvier, donc les gens repensent à cette année maintenant. Et puis, et surtout aussi, ce que je voulais dire, oui, le marché s'est calmé et ça va être une période où ben voilà, les gens qui ont oui, on n'était pas exposés. Voilà, c'est ça que je voulais dire aussi. On n'était pas du tout exposés. Et ça, c'était intéressant parce que pour l'audience, ça va être pour ceux qui nous écoutent, c'est important de comprendre. On pense, beaucoup de commentateurs vus d'extérieur ont dit FTX, ça a touché tout le monde, c'était l'horreur et tout ça. Mais en réalité, les boîtes qui gèrent elles-mêmes leur trésorerie, qui font le self-custody, comme chez BT, ouais. ou qui travaillent sur des systèmes vraiment on-chain, qui travaillent sur le standard Bitcoin pour beaucoup de boîtes Bitcoin, et ainsi de suite. En fait, ces boîtes-là, elles n'ont pas été touchées. Alors, elles ont été touchées par le prix du Bitcoin qui baisse ou le prix du marché qui baisse. Donc là, on est touché dans ce sens-là. Mais toutes les boîtes avec qui je travaille, elles n'ont pas perdu d'argent. Elles n'ont pas de l'argent bloqué n'importe où. Enfin, voilà. Elles n'ont pas forcément... elles n'ont pas fait faillite. C'est un autre mindset. Ouais. Un autre mindset. Et puis là, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que face aux deux dernières bulles, parce que la bulle de 2017, elle était violente pour les sociétés dans le Bitcoin. Ben là, en réalité, dans le milieu Bitcoin ou le milieu qui respecte un certain nombre de règles, bon, finalement, les gens, c'est devenu assez mature. Donc ça, c'est assez positif, en fait. Je le vois de très positif. Et ce qui fait que maintenant, on aborde une année qui va être, si on regarde les années précédentes, si on regarde les cycles, ça va être une année qui va être très, très ennuyeuse. À mon avis, hein, je pense, à mon avis, c'est une année qui va être très ennuyeuse, mais qui va être une année où on va construire. Et donc, des projets comme NIM vont construire vraiment tranquillement leur réseau. Et puis, ce qu'on verra apparaître, c'est la nouvelle invention qui va faire la bulle de demain. Ça va être intéressant. Alors, qu'est-ce que maintenant NIM va faire pendant cette année? Notre focus sur cette année, c'est d'amener un produit grand public. C'est que d'ici la deuxième moitié de l'année, on est vraiment un produit que des millions de gens peuvent utiliser. Voilà. C'est ça le focus. Ouais. Et ce sera pas quelque chose qui sera super compliqué, ce sera quelque chose de très très simple. Mais juste que l'on puisse monter en fait l'usage du réseau à vraiment à la taille qu'on espère, c'est-à-dire des millions d'utilisateurs. Quels sont les... Parce que je pense que pour aussi typiquement aujourd'hui les enfants, je pense que c'est quand même aussi un gros souci, hein, enfin Internet avec tout ce qui est données, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des priorités aujourd'hui chez NIM en question de partenariat avec qui vous aimeriez travailler? Par exemple, on parlait avant de Telegram, des choses comme ça. Je pense qu'en effet, ça peut donner une très jolie visibilité pour NIM et des choses comme ça. Mais en question plus éthique, est-ce qu'il y a aujourd'hui des entreprises sur lesquelles vous vous intéressez vraiment parce que vous pensez qu'il peut avoir un impact important aujourd'hui en rapport avec certaines données? Alors, on a une stratégie. Là, on a une stratégie et puis on a aussi après nos souhaits. Voilà, donc on reste une entreprise, donc on a fait une approche basée sur la faisabilité. Donc en fait, les premiers qu'on vise, ce sont les portefeuilles. Et il y a deux types de portefeuilles qu'on vise, c'est les portefeuilles de crypto-monnaie et les portefeuilles de communication, c'est-à-dire les messageries comme Telegram ou Signal, qui sont en réalité aussi des portefeuilles, puisqu'il y a de la cryptographie, il y a des gestions de clés. Mais voilà, ce sont deux types de logiciels qui en fait fonctionnent de façon assez proche. Tu as une application sur ton téléphone, tu te connectes sur un serveur et puis ce serveur te donne accès à d'autres utilisateurs.
Et là, Nîmes a un grand intérêt. Et on vise d'abord les wallets de crypto-monnaie parce que là, l'intérêt, les utilisateurs sont très conscients et ceux qui développent les wallets sont aussi très conscients des enjeux. Le fait que si tu prends ton téléphone, tu te dises, ouais, mais en fait, mon opérateur téléphonique, il sait que j'ai un wallet Bitcoin, il sait que j'ai un wallet Binance, il sait que j'ai un wallet ceci, un wallet cela. En fait, c'est assez flippant. Pourquoi est-ce qu'il doit savoir ça? Ton opérateur téléphonique, il va pas à le savoir. Et qu'est-ce qu'ils font avec ces données-là aussi? Ah oui, alors, évidemment, Swisscom va te dire qu'ils en font rien, mais en réalité, ils les stockent finalement et elles deviennent disponibles. Et si elles deviennent disponibles, un jour, elles seront utilisées. Soit elles seront abusées, soit elles seront utilisées pour des fins commerciaux. Elles seront utilisées. Donc, autant ne pas donner cette chance. Et je pense que les utilisateurs de wallets, eux, c'est les premiers. Après, la messagerie, c'est là où on va obtenir vraiment la grande adoption. C'est là où il y aura la grande adoption avec la messagerie. Et après, on veut une adoption institutionnelle plutôt des entreprises. Maintenant, ce qui est intéressant avec les messageries et par extension les réseaux sociaux, parce qu'on va aussi travailler là, on a créé notre propre instance de Matrix, par exemple, qui est un système de fédération de messagerie, un peu comme Slack. On va intégrer Nîmes dedans. Et ce qui est intéressant quand on fait ça, c'est que, et c'est là où l'éthique revient, c'est que quand tu utilises Nîmes et que tu réduis en fait la possibilité d'un système extérieur de te profiler, tu réduis la possibilité de l'algorithme du réseau social de t'influencer. Et c'est là où c'est important, en fait, finalement. Si on arrive à trouver un moyen, finalement, d'utiliser, je sais pas moi, TikTok, qui est une catastrophe en termes de profilage, c'est le pire truc qui existe au monde aujourd'hui. Finalement, si on arrive déjà à faire passer une partie de la communication à travers Nîmes pour aller vers TikTok, même sans finalement comment dire, la coopération de TikTok, en fait, on peut réduire une partie de l'empreinte numérique de l'utilisateur et on peut réduire la capacité de TikTok de faire du profilage. Et je pense que ça, notamment pour les enfants, enfin pour tout le monde, c'est pas juste pour tout le monde. Bien sûr. C'est donc aussi un gros problème pour toutes les entreprises de commerce, pour toutes les entreprises aujourd'hui qui font du marketing en ligne avec des données pour Facebook, pour Meta. C'est catastrophique en effet. Et est-ce que ça peut avoir un impact sur le fait qu'ils vont essayer de casser le mouvement que vous avez aujourd'hui avec Nîmes? Parce qu'on a pu voir déjà beaucoup de mouvements qui étaient des bonnes causes quelque part, mais que grâce à de l'argent et grâce au pouvoir aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, ils ont réussi à faire en sorte que non, ça ne fonctionne pas. Est-ce que, de ton point de vue, c'est... En fait, ce qui va se passer, parce que comme chaque outil, c'est qu'un outil, ça dépend comment tu l'utilises. Tu vois, donc tu peux l'utiliser pour le bien, tu peux l'utiliser pour le mal. Mais quand tu utilises des outils, quand des outils comme ça, on pense que dans l'ensemble, la bonne utilisation va prévaloir. Et ce qui peut être intéressant, c'est qu'en fait, une société qui base son business sur les données, en fait, elle a aussi intérêt à utiliser Nîmes. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, tu as beaucoup, et Apple le fait déjà en fait. Apple a rajouté beaucoup de cryptographie, a rajouté beaucoup de systèmes de protection des utilisateurs, pas pour arrêter de profiler ses propres utilisateurs. Ça, ils le font toujours. Mais pour éviter que d'autres observent la relation entre l'utilisateur et Apple et prennent ces données-là sans l'accord de Apple. Et donc, un Facebook, finalement, un Meta, il a aussi intérêt à ça. Il pourrait utiliser, s'il voulait, Nîmes pour communiquer entre ses clients, ses utilisateurs et lui. Et voilà, pour en fait dire, non, mais si vous voulez les données de mes utilisateurs, je vous les vends, mais vous ne pouvez pas les prendre de vous-même. Mais maintenant, donc ça, ce seraient les méchants qui utiliseraient Nîmes et qui pourraient continuer finalement leur modèle mais c'est quand même finalement. Mais c'est là où c'est intéressant, où il y a l'alternative, c'est qu'en même temps, ça donne la possibilité à d'autres services, eux, de dire on va utiliser Nîmes justement pour pas avoir de données, pour pas profiler.
Et à mon avis, et c'est ça le pari en fait futur, avec cette nouvelle économie qui n'est pas basée sur la publicité, mais qui est basée sur le- la rémunération des ressources de manière logique, en fait, de manière réelle, euh, Internet. Et ça, c'est tout ce que la token économie apporte. Mais en fait, on va avoir des modèles qui seront plus puissants que ces Mm. modèles basés sur la publicité et l'accaparation de données. Donc, à terme, cette nouvelle économie qui est basée sur on paye vraiment l'utilisation du système et on a juste un système qui nous permet en tant qu'humain d'être en contrôle et d'être émancipé et d'avoir une vie saine numérique, ce qu'on espère, c'est que finalement, le modèle économique soit plus favorable de ce côté-là. Et je pense que ça l'est, parce que quand on voit l'explosion de tout ce qui est cette économie du numérique, du Web3, de la blockchain, en fait, c'est basé là-dessus. Ouais. Voilà. Moi, mon avis un petit peu lié justement aussi en rapport avec les données, par exemple, je ne sais pas dans combien d'années, hein, ça je pourrais spéculer dessus, mais j'ai aucune idée. Et je l'espère quelque part que ça va se passer, mais je vois ça un petit peu comme finalement où l'utilisateur va pouvoir choisir si oui ou non il décide de donner certaines données. Et s'il le fait, il sera rémunéré pour. Il aura une certaine compensation en rapport avec ça. Ça, c'est ce que j'espère. Je ne sais pas si c'est réaliste ou pas, ou si c'est juste utopique, mais quel est ton point de vue peut-être là-dessus? Ouais, moi, je suis. Mon utopie, elle est que, en fait, le corps se marchande pas, en fait. Ouais, Tu si peux tu vois ça de cette marchander. manière, ouais, ça. Ouais, ouais. Parce que moi, je fais une assimilation maintenant. Ça, Mm. c'est mon travail Ok. politique que je fais aussi en parallèle. Je fais une assimilation entre les données et le corps de la personne. Et à partir du moment où quelqu'un prend les données, en fait, avec ces données-là, on peut te profiler et on peut te ramener de l'information qui est tellement subtile qu'en fait, sans que tu le saches, tu vas modifier ton comportement et tu vas euh, être attiré vers quelque chose ou voter d'une telle manière. Et on a déjà plein de cas comme ça, comme Cambridge Analytica, et puis certains Mm. des auditeurs connaîtront cette histoire-là. Donc, moi, je fais ce lien un peu comme le corps, et en fait, on a dans nos sociétés, on a dans nos sociétés modernes une interdiction de l'esclavagisme. Ça ne veut pas dire qu'on a interdit le travail, hein, parce qu'un esclave, c'était quoi? C'était quelqu'un qui était propriété du maître et qui faisait un certain travail. Aujourd'hui, on n'a pas cette relation d'esclavagisme. On a des gens qui sont des employés pour un patron et qui sont payés pour ça et qui font un travail qui était peut-être la même chose que faisait l'esclave, mais Mm. dans une relation qui est différente, qui est beaucoup plus respectueuse de la personne. Et donc, moi, je vais dire, en fait, c'est pas sur tes données que tu vas forcément être payé. Tu vas pas être payé pour donner tes données, mais tu vas être payé peut-être pour le travail. Certaines de tes données vont pouvoir peut-être travailler, vont pouvoir peut-être augmenter, par exemple, faire apprendre un algorithme. Et cette valeur-là, toi, tu pourras peut-être retrouver Une un plus-value revenu dessus, hein. une plus-value liée à ça. Mais je ne pense pas que le modèle qu'on entend, que pas mal de gens veulent proposer aujourd'hui, qui est de dire, je vais sur un site et puis là, j'accepte de partager mes données en échange d'argent. Et après, je ne sais pas ce qu'ils font finalement en réalité de ces données-là. Ça, ce modèle-là, pour moi, il n'est pas bon parce que c'est comme si tu vendais ton bouton. Ouais, c'est bon, vous pouvez prendre mon rein, c'est OK, j'en ai pas besoin, j'en ai deux, tu vois. Mm. Euh, C'est un euh, peu comme Brave. euh, un peu comme Brave. Ouais. Moi, je pense que le modèle, c'est pas encore Je c'est vois. un modèle intermédiaire, mais ce sera pas un modèle. En gros, on essaie de rendre l'esclavagisme plus acceptable. Et ça, pour moi, c'est pas bon. Il faut vraiment Je vois. travailler sur cette relation d'émancipation, d'autonomie de la personne. Et dans le, et oui, peut-être qu'il y aura de la pub dans ce monde-là. Moi, j'espère pas, mais peut-être qu'il y aura de la pub dans ce monde-là, mais en tout cas, ce sera pas de la pub qui doit venir en fait finalement euh, modifier ton subconscient. C'est pour ça que par exemple la publicité subliminale dans les cinémas, elle a été interdite. Mm. Alors aujourd'hui, ça paraît débile parce qu'on se dit ouais, mais bon, la pub dans le cinéma, c'est un tout petit temps de notre vie, mais
quand cette règle a été inventée, c'était un vrai problème parce que les gens, le cinéma, c'est le seul endroit où ils pouvaient regarder l'actualité, les informations. Et puis, c'était l'endroit où il y avait les pubs visuelles. Et puis, ils avaient inventé ce système de publicité subliminale. Et on s'était rendu compte que c'était mauvais c'était facile pour manipuler des gens. Donc, ça a été interdit. Mais la notion, c'est cette relation avec la machine. Il faut que tu gardes ton autonomie. Et pour l'instant, j'ai pas l'impression que ce modèle dont tu parlais soit fait dans cette idée-là. Ouais, je vois. Ok, c'est intéressant. Je vois qu'il y a pas mal de questions aussi sur le chat, donc je vais après naturellement aussi prendre vos questions sans aucun problème. Je voulais encore juste poser une petite question aussi, Alexis. Est-ce qu'il y a un lien, parce que tu aimes quand même le Bitcoin à la fin de la journée, ça il faut pas l'oublier, le NIM token ou le NIM, tu vas aussi l'aimer, ça j'en suis sûr, mais tu es grand fan quand même du Bitcoin. Est-ce qu'il y a un lien entre NIMTech potentiel entre ce projet-là et Bitcoin? Oui, ouais. Il y a un lien qui est historique, qui est à la fois idéologique, enfin philosophique, et qui est technique. Et c'est très intéressant. Et l'histoire est géniale. Donc tous les outils de cryptographie, le Bitcoin, tous ces outils-là viennent d'un certain nombre d'un groupe de gens dans les années fin des années 70, début des années 80 et début des années 90, des gens qui ont réfléchi. C'est les gens qui construisaient Internet à ce moment-là et qui se disaient ouais, mais en fait, on voit en fait tous ces risques dont on parle aujourd'hui, on les voit venir. Et on doit avoir cette relation avec le réseau et cette émancipation. Donc, tu as pas mal de textes fondateurs comme le manifeste du crypto-anarchiste, le manifeste du cypherpunk, la déclaration d'indépendance du web. Enfin, voilà, d'Internet, il y a plusieurs comme ça, textes qui sont importants. Et là-dedans, on cite des principes et on cite des outils. Et dans les outils qu'on cite, on cite les monnaies numériques. Alors, c'est pas dit Bitcoin parce que ça n'existait pas, mais la monnaie numérique a été identifiée. Et puis, il y avait aussi en fait tout le travail sur l'anonymat. Et en fait, le concept de Mixnet a été inventé à ce moment-là, dans les années 80, pour justement faire partie de la palette d'outils nécessaires pour avoir un Internet libre. Et jusqu'à présent, on n'a pas pu le construire. Maintenant, ce qui est intéressant, et c'est grâce à Bitcoin, en fait, que toute cette token économique a pu apparaître, et qu'on s'est dit, tiens, on peut, grâce à un jeton, faire un lien avec une ressource informatique et donner de la valeur à cette ressource informatique-là. Et ça, c'est grâce à Bitcoin que c'était possible. Maintenant, pour la petite histoire du Mixnet, c'est que le développement des Mixnet et du Bitcoin était séparé pendant longtemps. Et à un moment donné, il y a là où on essaye d'utiliser le Mixnet, c'était dans les serveurs email. Et en fait, tu avais des gens, toujours les mêmes groupes de gens, qui voulaient absolument faire des serveurs email anonymes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux envoyer un email, ça l'envoie à la personne, et en fait, on ne sait pas qui l'a envoyé. Tu vois, et ils pensaient que c'était important de faire ça. Et pour faire ça, en fait, ils expérimentaient avec des Mixnet à l'intérieur de ces serveurs. Donc, ils avaient plusieurs serveurs et la communication entre les serveurs email était mixée. Donc, ça marchait pas trop mal. C'était pas parfait, mais ça marchait pas trop mal. Sauf qu'ils ont eu un problème. Et en fait, tu as un type notamment qui a eu un gros problème avec ça, parce que d'un coup, ça marchait tellement bien que tu avais les spammers qui arrivaient sur son serveur mail. Ils disaient, génial, j'ai un serveur mail et je peux envoyer plein de mails et on ne sait pas qui je suis. Donc forcément, les spammers sont arrivés. Et donc le type, il dit, oula, il faut que je trouve un moyen pour que moi ou un individu lambda puisse envoyer un email, mais pas un spammer. Comment je fais? Alors, la différence, c'est que toi, tu envoies un email par jour ou 10 emails par jour, et puis un spammer, il envoie des millions d'emails. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, ce type? Il a dit, ah, tiens, je vais créer en fait un petit programme. En fait, il faut que quand tu envoies ton email, tu dois faire un calcul. Ça te prend un petit peu de temps de faire ce calcul-là. Et une fois que tu as fait ce calcul-là, tu peux me prouver, parce que tu me donnes le hash de ce calcul, tu le donnes au serveur, et tu peux prouver que tu as fait ce calcul-là.
Il a appelé ça le proof of work. Il a appelé ça Hashcash. C'est Adam Back, que certains connaissent. Et en fait, le proof of work qui a été utilisé dans un serveur email qui fonctionnait grâce à un mixnet pour se protéger des spammers a été réutilisé pour faire Bitcoin. Et c'est un des fondements de Bitcoin qui est aujourd'hui... C'était en quelle année, pardon? Qui donne finalement cette valeur. C'était avant Bitcoin, donc c'était en 2006, entre 2004, 2001 et 2006, un truc dans le genre. Voilà. Wow. Et c'est la référence, quand tu regardes le white paper de Satoshi, il y a la référence à Hashcash fait par Adam Back. Aujourd'hui, Adam Back, c'est toujours quelqu'un qui est dans la communauté Bitcoin, il est à fond. Et en fait, il a inventé Hashcash parce que son système était trop performant, parce qu'il utilisait un mixnet. Donc il y a cette histoire en fait entre Bitcoin et mixnet qui est une histoire un peu cachée, enfin qui est un petit peu comme ça derrière les trucs, qui est assez intéressante et qui est passionnante parce qu'en fait voilà, ça fait partie d'un certain nombre d'outils qui ensemble font la société numérique de demain. Ils ont une relation entre eux. Ces outils ont une relation entre eux et donc il y a une logique entre Bitcoin et NIM. Excellent, ouais. J'adore. Il y a Ticotic ici qui dit que c'était en 1997. C'est possible? Possible, ouais, ça a Possible aussi, commencé assez tôt. peut-être même encore assez tôt, ouais. Ouais, j'adore ces petites histoires comme ça. Je pense que ça peut être aussi assez intéressant pour beaucoup de personnes qui n'ont peut-être jamais entendu. Mais c'est fou, finalement, quand on reprend un petit peu l'historique, ce qui s'est passé en effet, puis qu'après, on voit tout ce qui a été créé. C'est assez fou. Et puis toi, finalement, tu as eu cette vision depuis déjà 2013. Tu as eu la chance peut-être d'être tombé sur Bitcoin à un moment donné. Peut-être c'est le fait aussi en rapport avec ton métier et ton travail que tu avais aussi avant quand même, qui a fait en sorte que tu as connu ça beaucoup plus tôt que la majorité des gens aujourd'hui qui sont quand même dans la crypto-monnaie. Pour ceux qui veulent connaître un petit peu une petite anecdote, des choses comme ça, on avait fait une interview avec Alexis à Surfing Bitcoin. Il nous avait raconté une petite anecdote. Il faudra aller voir la vidéo, je crois qu'elle est sur YouTube. C'était assez drôle pour une personne qui est depuis 2013 déjà dans la crypto, donc ça fait 10 ans. Je vais rien spoil, je vous laisse regarder la vidéo, ça vaut vraiment la peine. Je sais pas si tu te rappelles. Si, je me souviens. Ok, ouais. Ça vaut le coup. Ouais, voilà, ils ont qu'à regarder la vidéo pour aller écouter l'anecdote Je s'ils spoil veulent. pas non plus. Ouais, yes, on fait que ça. Top. Moi, je pourrais te poser de toute façon plein de questions, ça c'est clair et net. Encore, on pourrait parler pendant des heures là-dessus. Je vais laisser quand même un petit moment du coup le chat. Je vais reprendre quelques questions qui ont été aussi déjà posées. Je vous laisse également poser quelques petites questions si vous voulez. Alexis, il est encore là avec nous un petit moment. Et puis, les personnes qui vont poser les meilleures questions auront également un petit gain. Donc, il y aura un pull. Et je l'avais mis, à la base, le t-shirt. Ouais, mais en fait, j'avais trop froid. Mais ils sont très, très jolis, les gars. Donc, c'est pas un pull, mais j'ai un t-shirt en dessous. N'hésitez pas. Mais par contre, ceux qui auront, parce qu'on offre quoi? On offre un pull ou un t-shirt? On offre un pull. Je crois que c'est un pull, ouais, si je dis pas de bêtises. Ils sont vachement confortables et ils sont très chauds et donc ils sont très bien. Voilà. Donc, ok, ça c'est cool, nice. Je l'ai pas mis, moi, mais ils sont bien pour l'hiver. Excellent. Ok, on se réjouit de voir un petit peu les questions qui vont être posées du coup. Si toi d'un coup, Alexis, je sais pas si est-ce que tu vois le chat? Alors je vois le chat, ouais. Alors ça m'oblige à regarder l'ordinateur, comme ça. Voilà. Si d'un coup tu vois une bonne question, n'hésite pas, tu peux même me couper ou quoi que ce soit, et puis comme ça tu prends la question et puis on va la mettre en avant. Alors, puis après je vois juste qu'il y en a un qui dit que je le veux absolument, le t-shirt ou le pull. si jamais vous en voulez vraiment un, vous pouvez l'acheter aussi. On a plein de jeux, enfin de temps en temps dans la communauté, vous pouvez gagner des t-shirts ou des pulls, mais sinon vous pouvez aussi l'acheter et vous allez simplement sur nym.shop, nym.shop, et puis vous pouvez payer en Bitcoin aussi et en Monero. J'adore. Et en carte de crédit, voilà. Excellent, ça c'est génial. Si Cartel, tu peux juste prendre ce lien-là, ce serait cool pour le mettre dans le chat, ce serait excellent, comme ça les gens peuvent aller faire un petit tour aussi dessus. J'adore que vous acceptez aussi le Bitcoin et Monero. Et puis il y a toute la collection, elle est sympa. Donc, ouais. D'ailleurs, on avait notre propre designer en interne, vraiment, on est super content. Ouais, on avait eu la chance justement d'offrir des t-shirts et des pulls durant le calendrier de l'Avent. Et puis on avait pu voir aussi le shop, il était vraiment beau en effet. Ouais, il y a des très jolis trucs en tout cas. Ça vaut la peine d'aller faire un petit tour. Peut-être déjà une question rapide parce que c'est vrai que je voulais te poser cette question et puis je la vois là, c'est la toute dernière question qu'on a de AD. Pourquoi la blockchain Cosmos et pas Avalanche? Alors pourquoi pas Avalanche, ça c'est une chose, mais pourquoi plutôt Cosmos et puis vous n'avez pas choisi autre chose?
Ouais, alors c'est très simple en fait. C'est que l'équipe, la spécialité de l'équipe, c'est le mixnet. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, on a deux réseaux. On a le mixnet et la blockchain. Ce sont deux choses séparées, mais qui communiquent entre eux pour que l'écosystème s'organise d'un point de vue économique. Euh, donc en fait, notre cerveau, il est concentré sur le mixnet. Cosmos a cette particularité d'avoir créé ce qu'on appelle le SDK de Tendermint. C'est un logiciel qui permet de créer sa propre blockchain et on ne s'embête pas. On fait quelques paramétrages, on lance le truc, ça tourne. Et en plus, on a cette interopérabilité qui est fournie avec ce qu'on appelle IBC. Et aujourd'hui, l'écosystème de Cosmos, il explose grâce à ça. Et par exemple, ce que ça nous a permis de faire, ça nous a permis, parce qu'on savait que le token, beaucoup de gens dans la DeFi sont sur Ethereum. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé justement cette capacité d'interconnexion de Cosmos avec tout et n'importe quoi pour utiliser un autre projet qui s'appelle le Gravity Bridge. Et en fait, ils ont poussé notre token qui est représenté sur Ethereum grâce à ce système-là. Donc en fait, ça nous a permis de développer notre propre blockchain qui est pas, c'est pas là où on a finalement notre science. En un mois, c'était prêt. Et on peut utiliser aussi un truc fantastique. Alors, je ne sais pas si Avalanche là en particulier, mais en tout cas, Cosmosa, c'est en fait le CosWasm, c'est-à-dire c'est le WebAssembly dans les smart contracts qui permet de faire en fait finalement des smart contracts d'une complexité ou d'une simplicité à toute épreuve. Excellent ça. Voilà, donc nos développeurs ont beaucoup apprécient beaucoup cette particularité de faire du CosWasm sur la blockchain. Ok, excellent. On a une question ici de Grand Flow, une personne également de Neuchâtel en plus. Est-ce que l'État ou les cantons pourraient utiliser NIM pour faire de la votation électronique? D'abord, j'espère qu'on te voit au Beer-to-Beer de temps en temps. En tout cas, demain soir, Je il y en crois a qu'il un. est jamais venu, mais normalement, il vient peut-être demain, justement, Ok, bah alors viens. Il faut d'abord venir à 18h au à la Coworking Space, présentation. à la présentation. Voilà, on va parler d'un truc. Et après, on fait de Beer-to-Beer. Yes, cool. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut utiliser ça pour les votations? Oui, on peut. Est-ce qu'on peut utiliser que ça? Non. La votation, c'est un système électronique complexe. Mais effectivement, pour la partie transmission de l'information, pour le réseau pour envoyer le vote, oui, on peut utiliser ça. Effectivement, c'est quelque chose qui est envisageable. Maintenant, il y a la question du vote électronique dans son ensemble qui est différente. Voilà. Ok, super. J'ai une question ici de Tintin. Est-ce que NIM pense avoir des problèmes avec Mika? Alors, bon, je vais répondre comme on pense. Je pense que la question est posée parce qu'il y a, je pense que la question c'est est-ce que le fait de gérer un réseau comme ça peut poser Est-ce que un problème vis-à-vis de l'infrastructure de NIM peut... l'infrastructure, voilà. peut-être, Ouais. je pense, ouais. Ouais, parce qu'après il y a la partie jeton en tant que telle, mais l'infrastructure elle-même, non, non, ça on pense pas. Pourquoi? Parce que on est sur un réseau de communication neutre, c'est-à-dire générique. On peut faire passer ce que l'on veut. Si tu regardes, par exemple, l'affaire qui est la plus connue récente, c'est celle de Tornado Cash, où c'est aussi un mixeur de transactions qui a été faite. En réalité, avec Tornado Cash, tu ne pouvais mixer que des transactions financières. Donc, c'était un objet qui était fait pour mixer des transactions financières et qui, d'ailleurs, a été utilisé par des criminels, puisqu'on a des groupes criminels qui l'ont utilisé. On a pu voir, ils ont pu prouver ça. Donc là, ils ont fourni un outil financier. Nous, on ne fournit pas un outil financier, on fournit un outil de communication. Donc aujourd'hui, Mika ne vise pas ça, de la même manière que Mika ne vise pas Tor. Il y a beaucoup de gens qui utilisent des nœuds Bitcoin et d'autres systèmes à travers Tor aujourd'hui, qui fournit un certain niveau de protection. Maintenant, est-ce que NIM pourra avoir des problèmes avec des régulateurs? Oui, il y a plein de manières. On essaie de se protéger contre ça. On a toute une stratégie juridique et même structurelle par rapport à ça. On peut avoir des problèmes soit dans certains pays où NIM peut être interdit comme Tor est interdit. Et donc, on va trouver il y a déjà des moyens pour des amendes, des contrôler choses ça. comme ça. C'est l'Iran ou en Chine, tu vois, tu as des pays comme ça qui essaient d'interdire
Tor de manière juste simple. Et puis après, il y a effectivement par rapport aux jetons, peut-être qu'un État comme les États-Unis ou un État européen viendra nous dire: ah non, mais votre jeton, vous ne l'avez pas fait sous les normes européennes ou américaines, et en fait, finalement, on vous met plein d'amendes. Là aussi, on se protège parce qu'on a fait vraiment un jeton qui est sous les normes suisses, qui respecte aussi beaucoup de choses par rapport aux normes, enfin même qui respecte énormément de choses par rapport aux normes américaines. Donc, on s'est protégé en fait vis-à-vis de ça. Mais par contre, oui, il y aura des attaques, c'est sûr. Il y aura des attaques, c'est sûr. Et puis, on est conscient de ça et on se protège beaucoup. Mais en fait, et je crois qu'il y avait une question un petit peu de ça, mais la question sur le vote électronique, c'est un petit peu ça aussi. En fait, là, notre plus grande force pour se protéger, ça va être que certaines institutions vont utiliser Nîmes pour leur propre intérêt. Par exemple, si demain, l'armée, qui est utilisateur de Tor, commence à utiliser Nîmes, ça va être beaucoup plus difficile pour un État de dire on va interdire Nîmes parce que l'armée utilise Nîmes, par exemple. Ouais, je vois. Ok, ouais, c'est intéressant ça. Top. On a ici comment Nîmes se compare-t-il à d'autres projets confidentialité similaires sur le marché? Oui, c'est vraiment alors la grande différence, comme je pense que c'est ça, parce qu'il y a peu de projets qui sont sur ce créneau-là, qui est de dire on va anonymiser le trafic de façon générique. Voilà. Beaucoup vont essayer d'anonymiser des transactions, de faire des IK snark et des trucs un peu. On fait des smart contracts qui permettent de ne pas voir ce qui s'exécute à l'intérieur, mais de voir que ça s'exécute quand même correctement. Donc il y a beaucoup de logiques qui essayent de venir anonymiser ou d'amener la vie privée sur la chaîne, dans la chaîne. Nous, c'est la partie réseau qui nous intéresse. Et là, effectivement, il y a peu de projets. Et ce qui nous compare entre les différents projets, c'est que on a l'équipe de chercheurs qui bosse depuis, pour certains, 10 ans, 15 ans sur ce sujet-là. On est c'est ce que nous disent les gens, on a l'équipe la plus sérieuse en termes de recherche sur ça. Ok, super. Alors, c'est une question que j'avais posée, je crois, aussi tout début du live. Alors, je n'ai pas tout lu encore. Ne pensez-vous pas que la privacy a son point faible ancré en elle-même, sachant que comme tout le monde devient invisible, le fait que l'on ne sait pas qui est qui et qui fait quoi, des catastrophes liées à des prises de contrôle imprévisibles sont envisagées? Il y a des prises de contrôle, hein. Qu'est-ce qu'il veut Je dire par vois, là? ouais, parce qu'on peut, ouais, je vois pas non plus. Si, je sais pas, c'est le poneyeur, là. Si tu peux juste repréciser la fin de la question, je serais ravi parce qu'elle est tout le début de la Ouais, j'ai question est pas super compris non plus la intéressante. fin. Et juste préciser un peu la fin. Peut-être c'était un exemple d'une catastrophe, mais que j'ai pas non plus compris. Parce que ça peut, voilà, c'est vrai que de toute façon, dans toute, ah voilà, ah non, il est pas là. Dans toute structure, je pense, et un petit peu partout, on peut toujours avoir des petits soucis, ça c'est sûr. Oui, Des choses alors négatives sur la c'est tech. sûr que maintenant, imaginons que Nîmes soit utilisé vraiment de manière complètement Global ou en tout cas beaucoup globale, utilisé. voilà, globale. En réalité, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on va regarder, lorsqu'on va essayer d'analyser le réseau Internet, on ne comprendra plus rien qui se passe. Bon, en réalité, aujourd'hui, la capacité d'analyser les réseaux, de réseaux, elle est accessible qu'à un petit groupe de gens, des gens qui ont des capacités, qui sont des ingénieurs, qui ont les bons outils, qui ont accès à un certain nombre de points sur Internet. Donc, ça reste une communauté qui est petite, mais suffisamment grande et c'est pas trop cher. Et surtout, ils arrivent à observer tout le monde. Et donc maintenant, d'un coup, on a un truc où c'est plus observable. Mais en fait, le fait que ce soit plus observable, ça ne veut pas dire qu'on va plus communiquer entre nous. C'est-à-dire que moi, je vais quand même communiquer avec toi. On va quand même avoir une séance vidéo et on va quand même avoir des relations entre nous. Donc, si maintenant il y a un problème entre nous deux, on va toujours essayer de résoudre ce problème-là. Ça enlève pas les vrais réseaux humains qu'il y a au-dessus d'Internet.
Mhm. Et si quelqu'un essaie d'arnaquer quelqu'un d'autre, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va être plus difficile, enfin, c'est ce que j'espère un petit peu, ça va être plus difficile d'arnaquer ou d'attaquer les gens. Donc, au bout du compte, le résultat, il sera quand même positif. Il sera même plus que positif pour les gens parce que en utilisant NIM, on sera aussi plus sécurisé parce que la personne malveillante aura moins une surface d'attaque moins grande pour t'attaquer. Il faudra qu'il crée vraiment un lien de confiance avec toi avant de pouvoir t'attaquer. Moi, c'est ce Mhm. que je pense. Ok. Une seule attaque peut mettre en péril votre réputation. Vous avez prévu quoi si cela arrive? Si c'est une attaque qui réussit. Est-ce que vous avez des Non, tu sais, zones c'est pas ou pas? vrai. Je veux dire, des attaques, il peut y en avoir plein. Il y en aura toujours des attaques. Comme je disais à un moment donné, euh, même une attaque qui réussit, en fonction de comment elle réussit, c'est pas forcément, euh, ça détruit pas forcément la réputation. Regarde par exemple Thor. Thor subit plein d'attaques. Euh, Malgré cela, il garde une réputation. Elle est toujours là sur la volonté de l'équipe, sur le système dans son ensemble. Les attaques qui réussissent, euh, si, s'il n'y a pas de grosse erreur ou s'il n'y a pas tu vois, une fausse promesse qui avait été faite et puis bah voilà, l'attaque a juste touché la fausse promesse qu'on avait faite. Je pense pas qu'on fasse de fausses promesses, j'espère pas. Euh, mais à part ce scénario-là, comme je disais tout à l'heure, c'est un jeu, l'attaque et la défense, cette tension entre l'attaque et la défense, c'est ce qui permet de continuellement sécuriser la chose. Donc, non, en fait, je veux dire, on veut qu'il y ait des attaques, c'est normal. Mhm. Ça fait partie du mécanisme pour renforcer la défense. Mhm. Euh, mais oui, c'est vrai que la réputation est importante, mais je pense que les problèmes de réputation, ils viennent quand il y avait une fausse promesse. Mhm. Euh, Or, je m'appelle FTX, je dis que je garde votre argent, c'est le vôtre, et en fait, non, c'est pas vrai, je l'utilise Mhm. moi. Euh, ou alors, je dis que je sécurise d'une certaine manière, et en fait, c'est pas vrai. Mhm. Euh, Tu vois, par exemple, là, Trema, il y a eu aujourd'hui une annonce sur des failles de sécurité de Trema, qui est une application de messagerie suisse. Euh, et il y a pas mal de critiques, hein. Et en fait, ce qui est intéressant, alors j'ai survolé, hein, donc je n'ai pas vu encore en détail, mais ce que j'ai compris, c'est que euh, les failles ont été révélées, elles étaient sérieuses et elles ont été corrigées à temps par l'équipe, donc c'est très bien. Mais l'équipe, elle a dit, ouais, on n'a pas couru. Le Tréma, lorsqu'ils ont communiqué, ils ont minimisé un peu l'affaire en disant, non, non, mais en fait, il n'y avait jamais eu de faille ou c'était pas vraiment, c'était déjà corrigé avant, alors qu'en fait, ils ont juste corrigé parce qu'on leur a dit qu'il y avait une faille. Et ça, ça a été critiqué. Donc là, ils prennent un petit coup de réputation par rapport à ça. Mais je pense que, voilà, ça se joue sur des détails comme ça, mais c'est vrai, voilà, Mhm. les attaques, elles sont là, et c'est plutôt dans la manière dont on répond, sur quel point ça attaque. Si c'est sur une fausse promesse, ben évidemment, ça peut faire mal à la réputation. Et je pense que là, pour l'instant, enfin, on a tout construit de façon très transparente au maximum pour que justement, ça ne se passe pas. Mhm. Ok, super. Je vais prendre encore 3 petites questions. Sinon après, il y en aura peut-être trop pour toute la soirée. Donc, une très rapide ici. Est-ce qu'on peut acheter des NIM sans KYC? Absolument, on peut. Ça, c'est bien. On Où? peut, oui. Alors, Comment? le plus simple, c'est dans le wallet. Donc, en fait, dans NIM, il y a un wallet pour gérer ces tokens. Et le wallet, c'est aussi l'outil qu'on va utiliser pour déléguer sur un nœud. Donc, le wallet, à l'intérieur du wallet, il y a un bouton Buy, un bouton Acheter. Et vous suivez les instructions, vous avez une signature électronique à faire, un petit exercice, et vous pouvez acheter sans KYC en Bitcoin. Donc, il faut avoir des Bitcoins avant. Voilà. Et vous pouvez acheter sans KYC jusqu'à une valeur de 1000 francs par jour, parce que c'est la législation suisse qui nous permet de faire ça, l'équivalent de 1000 francs par jour. Donc aujourd'hui, 1000 francs, c'est à peu près quoi en Bitcoin? C'est En Bitcoin, ça fait 0,05. 0,5. Non, un truc dans le genre.
À peu Donc, près, ouais, un petit peu plus, 0,06 voilà. par là. Ouais. Voilà. Grâce à notre partenaire BT, qui est la boîte que j'ai créée avant, Mmh. vous pouvez aussi aller sur le site de BT directement acheter des tokens Excellent, sans KYC aussi. Mais dans le wallet, c'est encore plus simple. excellent, génial, merci bien. Hem, je suppose que ça, c'est pour les personnes qui rapportent des bugs, je crois. Quelle ambition Nîmes a-t-elle pour soutenir les lanceurs d'alerte? Ah non, c'est pas pour les bugs, non, les lanceurs d'alerte, c'est autre chose. Bah, Ah, écoute, c'est c'est simple. Les lanceurs d'alerte, ce sont des gens, on pense qui quand on pense lanceur d'alerte? On pense Julian Assange, on pense Snowden, on pense un certain nombre de gens. Bah, en fait, nous, on les soutient très, très activement. C'est-à-dire que bah, déjà, on a recruté dans notre équipe Chelsea Manning, pour ceux qui la connaissent. Chelsea Manning, c'est ce soldat américain qui a justement qui a vu en fait toute la machine euh, de, euh, de surveillance en fait de l'armée américaine et qui en fait a tout donné à WikiLeaks, a sorti en fait de WikiLeaks pas mal, qui a montré en fait les crimes de guerre que faisait l'armée américaine. En fait, c'était ça, cette vidéo avec cet hélicoptère qui tournait à Bagdad ou en Irak. Chelsea Manning aujourd'hui, donc elle est sortie de prison, elle a été pardonnée, elle travaille pour nous. Donc, et elle voulait travailler déjà dans le domaine de la protection de la vie privée. Et puis voilà, pour elle c'est génial, on est super content de la voir. Et puis elle travaille sur la partie hardware. On a fait 2 événements avec Snowden déjà, où Snowden a été vraiment sympa de venir à notre un événement de lancement et puis un autre événement qu'on a organisé. Donc, c'est aussi une manière de le soutenir, de l'inviter dans nos événements. Et puis, voilà, Harry, des gens comme Harry sont constamment. Et puis moi aussi, mais ça fait partie des activités que je garde loin derrière, qui ne sont pas visibles. Je ne fais pas de publicité là-dessus, mais on soutient les lanceurs d'alerte à travers différentes actions qu'on fait de façon privée. Voilà, mais qui ont un lien, tout ça. Mais publiquement, Nîmes soutient aussi, bien sûr. bravo, super ça. Et on a Voilà. une dernière question un petit peu plus technique aussi là du côté de Ticotic. Est-ce que vous avez activé le module IBC sur votre blockchain Cosmos? Si oui, est-ce que le Mixnet pourrait être utilisé pour des transactions d'autres blockchains directement grâce aux Lights clients connectés sur les 2 blockchains? Alors, il ne faut pas mélanger. Alors, parce que là, il y a Ticotic, Ticotic, Ticotic. 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 Tu mélanges les deux choses. Tu mélanges le Mixnet et la blockchain. Sur la blockchain, c'est une blockchain standard de Cosmos. Oui, le module IBC a été activé. C'est pour ça qu'on peut utiliser le bridge. C'est pour ça que le token, il peut apparaître, il peut être transféré dans d'autres chaînes. Oui, absolument. Mais il n'y a pas de fonctionnalité d'anonymat dans le token. C'est dans le réseau Mixnet. Est-ce qu'à terme, on pourra utiliser les clients de l'univers Cosmos pour gérer ces jetons, quels qu'ils soient, à travers Nîmes? Oui, j'espère que ce sera un des usages. Mais c'est pas le. Il y a juste cette nuance-là que ce sont deux choses différentes. Voilà. OK. Excellent. Merci bien d'avoir répondu aussi à cette question. Donc, du coup, on a pu répondre à peu près à toutes les questions. On a encore une toute petite dernière. Tu veux quand même la faire? C'est le Ouais, tout ouais, dernier ouais, sur le chat. un tout dernier. Allez. Euh, alors, on va peut-être la lire d'abord. Tu la Ouais, lis? pour NIM fournit donc une anonymisation, mais est-ce que vous fournissez d'autres fonctionnalités comme le chiffrement, la non-répudiation, l'authentification, la vérification de l'intégrité ou autre? Oui, alors on n'en a pas parlé, donc tu arrives en retard, mais non, on n'a pas parlé de ça. Hmm. Donc tu arrives au bon moment. Euh, Effectivement, donc l'anonymisation, c'est vraiment la caractéristique principale. Euh, le chiffrement en tant que tel, ben, c'est inclus, il y a plein de couches de chiffrement, mais tu peux faire ton propre chiffrement end-to-end en plus. Ça, c'est pas trop un problème. Par contre, sur l'authentification, oui, en fait, on a justement ce mécanisme qui va nous permettre de montrer que tu as payé ou pas. Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, quand si tu es un fournisseur et que tu veux que tes clients ils utilisent Nîmes, enfin,
tu veux fournir à tes clients NIM, tu vas devoir payer. J'ai expliqué ça à un moment donné, il va falloir payer. Mais en fait, quand tu payes, dans les détails, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller sur la blockchain qui est publique, transparente, on voit tout ce qui se passe, tu vas payer en NIM, et en échange, tu vas obtenir une preuve que tu as payé. Et cette preuve, c'est une preuve Zero Knowledge qu'on appelle ZK-NIM, qui est basée sur un protocole qui s'appelle Coconut, et que vous pouvez aller regarder. Et cette preuve, c'est cette preuve-là que je vais donner au réseau. Et comme ça, les opérateurs du réseau, ils n'ont pas le moyen de voir sur la blockchain quelle était la preuve qui correspond à qui. Ça permet de casser. Et cette preuve-là, c'est une preuve Zero Knowledge. On peut l'utiliser, on peut l'augmenter avec d'autres choses pour faire de l'authentification et de l'identité, si on veut. C'est-à-dire qu'après, je peux très bien utiliser, on peut très bien imaginer qu'une banque qui me connaît très bien. Je veux dire, moi, je suis client de ma banque me connaît. Mais elle a envie de protéger notre communication, mais elle a envie d'utiliser les fonctionnalités d'identification à travers NIM, elle pourra le faire, effectivement. Alors, donc, c'est déjà dans le code, ça s'appelle ZK-NIM, tu peux aller regarder. Il y a des blogs qui sont assez techniques, qui présentent bien la chose, des caractéristiques qui sont assez nouvelles par rapport à ces preuves Zero Knowledge. Il y a des particularités avec ce système qui s'appelle Coconut ou ZK-NIM. Et ça, voilà, et ça fait partie, en fait, c'est les deux ensemble, c'est le réseau d'anonymisation et ce système de preuves qui ensemble font NIM, parce que NIM, ça veut dire le nom. Donc, en fait, NIM, c'est la possibilité aussi de, si tu veux, de t'identifier ou pas avec la personne à qui tu parles. Super. J'ai loupé apparemment un message juste avant, donc je suis désolé, juste ici. Pardon. Donc ouais, vous avez ghost ma question. Ouais, c'est pas que j'ai pas fait exprès. Désolé. Est-ce que vous voulez parler? Donc dernière question, ce sera sur la token economics. Est-ce que tu es chaud pour nous en parler? C'est ce qui intéresse le plus les gens, évidemment. Ah bah bien sûr, bien sûr. Est-ce que je dois sortir par hasard? Tu veux que je partage mon écran puis je montre peut-être la token economics? Est-ce que ça peut aider visuellement les gens? Si tu veux, ouais, si tu veux. Et comme ça, vu que si d'un coup, tu n'as pas des chiffres que tu connais par cœur, parce que c'est pas... Ah ouais, non, j'ai pas les chiffres. Moi, je suis très mauvais en termes de mémoire. Ouais. Les chiffres, j'ai qu'un seul chiffre dans la tête. Mais alors, peut-être ça peut t'aider toi aussi. Ouais. Alors, ce qu'il faut voir, ce qui est intéressant avec cette token economics, on va prendre un petit peu de temps, puis après on pourra arrêter là parce que c'est une bonne dernière question. Et dommage, on est désolé de t'avoir ghosté, c'était pas voulu, je pense. La token economics, alors déjà, par qui elle a été faite, hein, c'est intéressant. Donc, Claudia, qui est notre chef scientifique, elle a travaillé avec Agelos, qui est le CTO de Cardano. Ok. Donc, en fait, la token economics, elle a été reprise en fait, du modèle de Cardano et a été un petit peu adaptée. Ça, c'est comment on a construit. On a fait un white paper spécial sur la tokenomics qui est normalement lié dans dans la page. C'est ça, voilà, exactement, qui est là. Donc, tu vois, qui est écrit par Agelos et Claudia. L'idée, c'est quoi de ce système? C'est de dire, on a un nombre de jetons maximal qui existe, mais en fait, ils existent depuis le début. On les génère dès le début. Donc, il y a 1 milliard de tokens. Et ce 1 milliard de tokens, on va... alors oui, il y a du préminage. Hein, donc, ça veut dire qu'il y a une partie qui va aux investisseurs, à l'équipe, au fond, à l'écosystème, à ceux qui maintiennent ceux qui ont investi avant. Voilà. Donc, mais de la même manière que sur Ethereum et sur d'autres projets qui ont été préminés. Donc ça, il y a une partie là-dessus. Mais ceux qui ont cet argent-là, ceux qui ont ces tokens en avance, ils les reçoivent en tranches. Et donc, c'est là où on peut voir en fait ces tranches qui apparaissent. Hein. On a les différents types d'acteurs, que ce soit l'équipe, les investisseurs. Et en fait, tous les 3 mois, sur une période de 2 ans, ils vont recevoir leur token qui devient liquide.
Voilà. Donc ça permet déjà d'atténuer en fait l'impact. Au début, les investisseurs en fait avaient moins de tokens que la communauté. La communauté, ceux qui ont participé à la vente publique, eux, ils ont eu leur token pour une partie tout de suite. Ce qui fait que la communauté avait plus de tokens que les investisseurs au début. Donc ça, c'est un premier truc. Et le deuxième truc, c'est qu'on a ce qu'on appelle la réserve. Et cette réserve, la Mix Mining Réserve, elle représente un quart de tous les tokens. Donc, c'est 250 millions. Et en fait, cette réserve, elle est programmée pour un peu simuler ce que Bitcoin sait faire. Donc, Bitcoin, c'est quoi? C'est aussi, à la fin, il y a un nombre maximum de tokens. Mais la différence entre Bitcoin et NIM, c'est que Bitcoin, il n'y a pas de préminage. Et le minage se fait au fur et à mesure. Mais le minage devient de plus en plus difficile, ce qui fait que tu reçois de moins en moins de tokens avec le temps. Quand tu es l'opérateur du réseau, donc quand tu es le mineur, tu opères le réseau, tu reçois de moins en moins de tokens du mécanisme de création monétaire. Et en échange, tu vas avoir de plus en plus de fees. Et les fees vont avoir plus de valeur. Et là, en fait, on simule la même chose, mais dans un environnement où tout est préminé. Et en fait, on va dire, il y a cette Mix Mining Pool, Mix Mining Reserve, qui représente 250 millions de tokens, donc un quart. Et en fait, au début, les nœuds qui vont participer au réseau, qui vont mélanger, ils ne sont pas payés aujourd'hui. Aujourd'hui, le service, il est gratuit. Donc, ils n'ont pas de fees. Ils ne peuvent pas récupérer des frais de transaction. Donc, en fait, on leur donne de cette pool, de cette réserve. Et là, ils reçoivent aujourd'hui une grosse partie de cette réserve. Et au fur et à mesure que ça avance dans le temps, la vitesse à laquelle ils peuvent prendre des revenus de cette réserve diminue. Et à un moment donné, avant que ça arrive à zéro, le but, c'est qu'il y ait suffisamment de trafic payant pour que les opérateurs du réseau continuent finalement à bénéficier finalement, à être positifs dans leur activité. Donc, à un moment donné, les services payants vont faire que les gens vont devoir acheter des tokens pour faire fonctionner. Donc, on va avoir une phase, la prochaine phase critique, ça va être ça. Quand on va commencer, on va enclencher, on va dire, tiens, maintenant, il faut payer pour certains services. Et ça va changer un peu la dynamique du marché, parce qu'à ce moment-là, il y a des gens qui en auront besoin pour accéder au marché, au réseau. Et voilà. C'est en gros donc un sous-système qui va essayer de favoriser au début les opérateurs de faire tourner ce réseau, parce qu'on a quand même besoin d'opérateurs de Mixnode pour que les gens puissent venir utiliser, mais en même temps, au début, les gens ne payent pas. Donc, il faut les incentives, faut rémunérer ces gens-là grâce à cette réserve. Au fur et à mesure, cette réserve, elle diminue. Et à un moment donné, ça va être remplacé par des jetons qui payent. Et pendant ce temps-là, ceux qui sont les backers en fait, du projet, eux reçoivent leur token par palier, comme ça, de façon un tout petit peu décalée. Donc aussi, on a aussi décalé justement les investisseurs, les validateurs, il y a l'équipe, tout le monde reçoit ces tokens de façon avec le même rythme, mais de façon un peu décalée, pour que on arrive pas trop de dump sur le marché, des choses comme ça. Voilà, aussi. Exactement. On essaie de lisser, finalement, de faire une entrée qui soit logique, c'est-à-dire amener d'abord les opérateurs. Le but, et ça c'est réussi, hein, parce qu'on a tous nos nœuds qui sont là, c'était de dire aux gens, mettez de l'infrastructure en place, parce qu'on a besoin de cette infrastructure avant que les utilisateurs arrivent. Parce que s'ils arrivent et que ça ne marche pas, ils vont se barrer. Donc, on veut qu'ils soient là, que l'infrastructure soit là avant. Voilà. Donc, écoute, c'est un modèle. On ne dit pas qu'il est parfait, mais on a quand même bien travaillé dessus. Et je pense que pour les projets d'infrastructure, aujourd'hui, c'est le meilleur modèle qu'on a pu observer avec des projets assez comparables. Excellent. C'est top. Merci bien pour avoir fait un petit tour aussi sur la token economics. Toujours cool aussi d'entendre un tout petit peu qui était derrière avec le CTO de Cardano et des choses comme ça. Donc, surtout moi qui avais beaucoup suivi Cardano, surtout depuis ses débuts. Donc, ça fait toujours plaisir à entendre.
Naturellement, il y aura peut-être encore plus d'autres questions. C'est pas qu'après on veut pas y répondre, mais par contre, vous avez tous les réseaux. Donc, vous pouvez mettre point d'exclamation Nîmes dans le chat. Vous avez tous les liens qui sortent. Donc, à leur Twitter, il y a leur Discord si vous aimeriez aller discuter aussi avec eux. Vous avez leur Telegram, leur site internet pour les curieux, et puis il y a aussi un Telegram France, donc pour je pense, la majorité des personnes ici. Donc, ça, c'est vraiment cool. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Donc, si vous avez plus de questions, vous pouvez directement les rejoindre les réseaux. Comme vous le savez tous, vous pouvez également aller faire un petit follow sur le Twitter, des choses comme ça. Ça soutient énormément sans devoir payer ou donner quoi que ce soit comme argent aussi. Donc ça, c'est cool. Pour les personnes qui souhaitent peut-être aussi en savoir plus sur les t-shirts et les pulls, il y a le shop. Cartel pourra peut-être repartager encore une fois le lien. Et puis, en fait, c'est la toute première fois qu'on offre comme ça un pull. Et puis, en fait, j'étais en train de me poser la question pendant que tu expliquais 2-3 choses. Je me suis dit, mais en fait, comment est-ce qu'en fait, on va offrir... Moi, je peux pas choisir quelle était la meilleure question parce que je connais ma communauté. Donc, en fait, il faut que je te pose la question à toi, en fait. Ah oui, mais je sais plus Alors, maintenant. est-ce que tu te rappelles par hasard d'une bonne question que tu dis, ok, ça, c'était vraiment... Parce que sinon, en fait, on va dire, c'est du favorisme. Je le sais tout de suite. Donc, c'est à toi, en fait, de choisir le gagnant. Mais si, à un moment, je l'ai dit. Tu sais quoi? Mais je pense qu'à un moment donné, j'ai dit, ah, ça, c'est une bonne question. Déjà. Et je l'ai dit Alors, qu'une fois. Alors, est-ce que... Zach Pix, il dit que c'est la sienne, mais Ah ouais, non, attends. je suis pas sûr. Alors, Je sais attends. pas. Alors, On peut remonter, hein. On peut remonter, si tu on veux. peut remonter. Ouais. Ouais, bon là, c'est un peu difficile là comme ça, mais ou alors Alors, tu réécoutes et puis à un moment je dis ok, on fait comme ça. Je réécoute du moment et puis on va regarder ça. Puis quand toi tu dis, ah ça c'est une bonne question, t'as dit ça, c'est juste? ouais, je m'en souviens, je l'ai dit au moins une fois, ouais. Ok. Au moins une fois ou, ou pas à chaque fois quand même. Non, non. Ok, alors on va T'inquiète pas, faire ce ça. sera la surprise. On n'annoncera pas le gagnant ce Voilà, soir. exact. Ce sera la surprise et puis on l'annoncera du coup sur Twitter. Donc Ouais. je le mettrai d'ailleurs sur ce tweet-là que j'ai juste ici, donc je vous le partage. Il y a Asteroidus qui dit que c'est peut-être la question de Ignacio. C'était quoi la question d'Ignacio de nouveau? Euh, alors, c'était la token economics. Tu peux dire si c'est non. Hein. Non, Tu peux dire si c'est non. c'est pas la dernière. Pile pour tout le Désolé, monde. ce sera déjà pas pour Non, non, toi. non. Non, mais on gardera la surprise pour plus tard. Voilà. Je vous ai mis le tweet dans le chat. On va annoncer le gagnant là-bas dessus. Donc, n'hésitez pas aussi à zioter par là-bas. Et comme ça, on va pouvoir regarder le replay et puis faire tout le nécessaire. Et puis voilà, c'était vraiment excellent. Mais un grand merci à toi, Alexis. C'était vraiment cool. Un grand merci à On toi. Et puis a. on se voit demain. Exactement. Demain soir, on a le beer to beer. Par contre, toi, tu as du boulot entre le live de ce soir parce que c'est demain qui fait la présentation, c'est toi? Ouais. Alors, juste C'est sur quoi? un teaser. Donc, c'est Yes. une présentation sur la comptabilité à triple entrée. Alors, ça paraît, je pense que ça a l'air d'être hyper boring, hyper ennuyeux pour les gens. Ça a l'air ennuyeux, mais en réalité, c'est une explication de Bitcoin qui est intéressante, je trouve. Comment Bitcoin, en fait, est un système de comptabilité à triple entrée. Et pour ceux qui ont des notions de comptabilité, ils savent que c'est une notion qui est nouvelle. C'est pas une notion qu'on apprend à l'école de comptable. Donc voilà, c'est intéressant et moi, quand j'ai compris ça, c'était parce que quand tu apprends Bitcoin, tu te prends des baffes sur plusieurs fois. Et ça prend des années, tu vois, chaque fois que tu prends des baffes. Et j'ai compris ça il y a à peine 2 ans. Et je pense que c'est ce qui me donne finalement le plus de perspectives sur l'histoire de Bitcoin dans le futur. Yes. L'impact que ça va avoir. Voilà. Donc, venez, si vous êtes à Neuchâtel. Ouais, si vous êtes Neuchâtel ou pas trop à loin, n'hésitez pas. 18h, à la poste, au coworking. Puis après, on va boire une bière tranquillement. Mais une seule bière. Hein. Une seule bière au seule. Bart. Exactement. Et puis, il y a Zach Piss qui se demande, parce que c'est vrai qu'il y a aussi quand même beaucoup de Français, est-ce qu'on peut voir quelque part cette présentation? Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas, malheureusement, il n'y a pas tout qui a été filmé jusqu'à aujourd'hui. Je vais essayer de faire un effort parce que de base, j'essaie toujours de venir un petit peu avec mes caméras pour essayer de filmer un petit peu ces présentations. Puis en général, je vous ai déjà partagé ça plusieurs fois, mais il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Blockchain Neuchâtel. Et puis, on essayera de poster par là-bas plutôt ces contenus-là. Vous allez déjà retrouver quelques petites vidéos assez sympathiques que je vous avais déjà montrées. Et puis, voilà, ce sera là-bas qu'on va peut-être poster si d'un coup j'arrive. Why not? S'il est d'accord, Alexis, que je filme demain. Cool. Parce qu'il faut toujours que je demande à la personne, mais Alexis, en général, il n'y a pas trop de soucis. Donc, on pourra partager ça par là-bas. Donc, voilà. Nickel, Alexis. 18h au coworking et 19h au Bart. Hein. Exact, ouais. Grand flow, voilà.
19h, c'est rendez-vous, pas que tu sois 1 heure tout seul au bar, hein. À partir de 19h environ, on débarque tous par là-bas. Ce serait donc voilà. Nickel, cool. Alexis, un grand merci à toi. Merci beaucoup pour ce live et puis pour cette interview. C'était un vrai plaisir. Je te souhaite une excellente soirée. Profite bien encore et puis, bah, on se voit demain soir, quoi. Mais merci à vous tous et pour les questions, top communauté. Franchement, merci. Merci à toi. Bye bye. Excellente soirée.